Bonjour à tous et bienvenue dans Point Paul, la grande web émission politique de la campagne des législatives, concoctée, mijotée chaque semaine par l'internaute.com, par le journal du dimanche, aujourd'hui représenté par Anne-Charlotte Dussault. Bonjour. Par le Huffington Post, aujourd'hui représenté par Geoffroy Clavel, et Bonjour. par le Lab Européen, représenté aujourd'hui par Aurélie Marcineau. Bonjour. Bonjour à tous. Notre invitée aujourd'hui est militante dans l'âme, Amnesty International, petit frère des pauvres et UNEF dans sa jeunesse. Elle est aujourd'hui l'une des féministes, on peut le dire, les plus actives de sa génération. Nul doute que cette candidate aux législatives, soutenue à Paris par Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne et le PCF, va faire entendre sa voix face à En Marche et à Emmanuel Macron, fautif déjà, à ses yeux, de ne pas avoir consacré un ministère plein et entier aux droits des femmes. On va y revenir évidemment. Notre invitée aujourd'hui, c'est Caroline Dehaas. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bah, descends un peu le dire. Descends un peu. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Caroline Dehaas, merci d'être Bonjour. dans Point Paul aujourd'hui. On va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps, vers la première séquence de l'émission. C'est une habitude chez nous, on commence par commenter une photo. C'est la séquence, c'est les journées cette photo, elle s'affiche là tout de suite sur votre écran. C'est une photo qui nous permet de parler un petit peu de votre passé. Vous souvenez de ce moment-là? C'était en 2006. Ah oui, vous êtes violent hein, quand même. Donc elle appelle Il y en déjà, a des pires. elle appelle déjà un premier Ouais. commentaire. Ouais, c'était il y a longtemps. C'était quand j'étais à l'UNEF. C'est ça, vous Ouais. étiez à la tête de l'UNEF. Ouais, moi, je garde de l'UNEF des super souvenirs. Et surtout, ce que m'a appris le syndicalisme étudiant, c'est d'abord qu'on peut changer les choses concrètement. On peut changer les droits des étudiants, inscrire des étudiants étrangers, régler des problèmes de bourse. Donc l'organisation collective, elle permet de changer la vie des gens très concrètement. Et le deuxième truc que m'a appris l'UNEF, qui nous a notamment bien servi l'année dernière au moment de la loi travail, c'est que si on veut réussir à bouger des choses dans la société, on a besoin des masses. Alors, il y a une autre solution, c'est d'être millionnaire, hein. Ça c'est aussi possible, mais quand on n'est pas millionnaire, on a besoin des masses, on a besoin des gens. C'est d'ailleurs le slogan de François Ruffin qui dit « ils ont l'argent, on a les gens ». Et voilà, moi je pense que je retiens de mes années UNEF ça, le fait que quand on arrive à mettre en mouvement beaucoup de monde, on peut déplacer des montagnes. L'UNEF, c'est aussi ce qui vous a permis de créer des collections avec le Parti Socialiste, on imagine. Pas C'était tant que déjà un ça, parce tremplin, non que, alors pas tant que ça, parce que moi quand je suis arrivée à l'UNEF, au moment où, alors c'est des histoires internes au syndicalisme étudiant, mais où il y avait une rupture avec le Parti Socialiste. L'UNEF a été pendant plusieurs années, pendant notamment 4-5 ans avant que j'arrive, un peu sous tutelle notamment de mecs comme Julien Drey. Il y avait une forme de mainmise sur le syndicalisme étudiant. Et moi, la génération juste avant que j'arrive, donc au moment où j'arrivais, c'était la fin de ça, a rompu avec Julien Drey et a rompu avec le Parti Socialiste. Et a reconquis son indépendance. Et donc moi, je fais partie d'une génération militante des syndicalistes étudiants qui sont très attachés à l'indépendance du syndicalisme, à l'indépendance du syndicat étudiant. Moi, quand j'ai quitté l'UNEF, je ne me suis pas engagée au Parti Socialiste, j'ai créé Oser le féminisme. Et donc, je suis passée du syndicalisme étudiant à l'engagement féministe. On le voit sur cette photo, vous étiez réunis sous une bannière pour les États généraux de la jeunesse. Ça nous amène à une question assez simple, compte tenu de l'actualité en ce moment. Vous avez vu que le gouvernement a été formé hier. Pas de ministère de la jeunesse. Non, alors, Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est intéressant les compositions de gouvernement parce qu'il y a plusieurs ministères qui manquent quand même. Il y a donc la jeunesse, la vie associative, il y a le logement, il y a la fonction publique qui n'apparaît pas non plus dans les intitulés, je crois. Ça montre quand même assez clairement les priorités. On a un ministère des armées, on n'a pas de ministère de la jeunesse. Voilà, ça dessine des priorités politiques du gouvernement. Allez, on passe à notre premier chapitre, justement, sans transition. On va consacré- rester sur cette composition du gouvernement. Donc, contrairement à sa promesse, Emmanuel Macron n'a pas donné un ministère plein et entier à l'égalité homme-femme, aux droits des femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce secrétariat d'État rattaché au Premier ministre Édouard Philippe? Vous savez, il y a 5 ans, quand on a les militantes féministes, les organisations féministes se sont organisées pour demander à François Hollande, exiger de François Hollande, qui était d'ailleurs pas favorable au départ, un ministère des droits des femmes, on nous a souvent dit, mais à quoi ça sert? Il faut que tous les ministères fassent des droits des femmes. Quand on travaille sur ces sujets, moi c'est mon boulot, je travaille sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, la mise en œuvre dans les politiques publiques et dans les entreprises privées. On observe quoi? On observe un truc très simple, c'est que quand il n'y a pas une personne avec un pouvoir suffisant dédié à ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe? Ce sujet disparaît. Pourquoi? Parce qu'on vit dans ce que moi j'appelle l'illusion de l'égalité. On a tellement avancé en matière de droits des femmes, il y a tellement eu de progrès manifeste. La situation des femmes aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de nos grands-mères ou de nos arrière-grands-mères. On a tellement avancé que par un bizarre effet d'optique, on a l'impression que ça va. Et ça se traduit par une petite phrase « Eh oh, non mais globalement ça va ». Tu vas pas te plaindre. Et donc s'il n'y a pas un ministère plein et entier,
En fait, il n'y a pas de politique ambitieuse sur les droits des femmes. Et est-ce que le profil de Marlène Schiappa, qui est très engagée sur ces questions, notamment d'égalité professionnelle, est-ce que ça vous rassure ou vous pensez que ce n'est pas un calibre suffisant Alors, encore une fois, moi, il y a 5 ans, on avait fait avec Yvette Roudy une note à François Hollande dans laquelle on lui parlait du ministère des droits des femmes, on lui demandait un ministère, on lui disait les premières choses qu'il faudrait que ce ministère fasse. Et on avait un paragraphe sur le profil de la ministre des droits des femmes. Et j'ai retrouvé cette note, on avait écrit « Nous demandons expressément, nous, activistes de la société civile et femmes politiques, nous demandons expressément que ce ne soit pas quelqu'un de la société civile. » Pourquoi ? Parce que si vous voulez changer et faire avancer les droits des femmes, vous devez avoir un rapport de force suffisant pour aller taper sur l'épaule de Le Drian ou taper sur l'épaule de Le Maire et de leur dire « Eh oh Coco là, il va falloir faire avancer les droits des femmes dans ton ministère. » Donc les convictions ne suffisent pas, il faut aussi... Bien sûr, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut Nous, on avait dit qu'il faut une personne engagée. À l'époque, on avait cité des personnes comme Maud Olivier, par exemple, qui était députée, qui est très engagée sur ces questions-là. Donc il faut une personne engagée et il faut une personne qui ait suffisamment de rapport de force, de reconnaissance, de légitimité pour aller taper sur l'épaule du Premier ministre, du ministre des Finances pour dire là, il faut avancer plus fort. Qui ne sera pas le cas du coup de Marlène Schiappa? J'en sais rien. Franchement, elle vient juste d'arriver. Vous la connaissez? Je la connais un peu. C'est une militante féministe convaincue. Moi, j'avais vraiment, ce qui moi me tenait à cœur et ce qui me tient à cœur dans ce ministère, c'est qu'il ait la force, le rapport de force nécessaire pour pousser tous les ministres. Et c'est ce qu'avait fait d'ailleurs Najat Vallaud-Belkacem. Quand elle est arrivée, elle a demandé au Premier ministre un comité interministériel aux droits des femmes. Moi, j'avais été chargée d'une mission un peu rigolo. J'avais formé les ministres un par un. C'est-à-dire que j'avais passé 45 minutes avec chaque ministre pour les sensibiliser à l'égalité. Donc il y avait vraiment cette volonté de faire... comment est-ce que Najat Vallaud-Belkacem avait obtenu qu'on aille former Laurent Fabius, Pierre Moscovici à l'égalité femmes-hommes ou Christiane Taubira? Elle l'a obtenu parce qu'elle était porte-parole du gouvernement, qu'elle avait été porte-parole dans la campagne et qu'elle pouvait obtenir ça du Premier ministre. Alors, si le poids de Marlène Schiappa n'est pas suffisant, est-ce que vous pensez néanmoins qu'Emmanuel Macron est féministe, est un faux féministe? Est-ce que vous pensez qu'il a ça ancré en lui? Parce qu'on peut estimer effectivement qu'elle n'a pas le poids suffisant, mais si le président a une vraie volonté de faire les choses, après tout... Alors, il y a deux choses. D'abord, moi, je ne délivre jamais de brevet en féminisme, parce que je ne sais pas ce qu'est le bon féminisme ou le mauvais féminisme. Je sais ce que moi, je pense du féminisme, je sais mon opinion sur le féminisme, je sais quelles sont mes valeurs que je porte à travers mon engagement féministe, mais je serais bien pédante et bien mal placée pour dire, alors, lui, oui, lui, il coche pas. Bon. Ce que j'observe, c'est que les choix, notamment économiques d'Emmanuel Macron, vont, et ça on l'a vu dans les dernières années, puisque les réformes d'Emmanuel Macron qu'il a annoncées, elles ont déjà été mises en œuvre depuis 5 ans, voire depuis 10 ou 15 ans. Ces réformes-là ne font pas avancer l'égalité femmes-hommes. Et donc, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant dans le sujet de l'égalité, c'est qu'il ne suffit pas de s'intéresser uniquement aux droits des femmes. Il faut réfléchir à tous les mécanismes. Quand vous faites par exemple la loi travail, ça a des conséquences sur les femmes. Quand vous reculez par exemple l'âge légal de départ à la retraite, ça a des conséquences pour tous les salariés, mais ça a des conséquences spécifiques pour les femmes du fait des inégalités qui existent dans la société. Quand par exemple vous décidez par exemple, d'augmenter le temps de travail, aujourd'hui la plupart des personnes à temps partiel sont des femmes. Donc vous faites baisser leur salaire. Ce que vous dites, c'est que toute politique libérale ne peut pas avoir de conséquences positives pour la vie des femmes. C'est un peu ce Alors, libéral sur le plan des mœurs, on pourrait dire, oui. Et donc de ce point de vue-là, Emmanuel Macron... il représentait, c'était un peu le côté un peu lumineux, entre guillemets, de sa candidature par rapport à tout ce avec quoi moi je suis en désaccord sur le plan économique. Il a fait rentrer quand même un homophobe au gouvernement. Donc cette petite lumière s'est éteinte pour moi hier. Juste sur le droit des femmes, pour revenir à ça, vous êtes déçu, vous avez posté sur Twitter qu'il avait menti. Ça commence bien, quoi. D'abord, s'il ne voulait pas le faire, il ne fallait pas qu'il le dise pendant la campagne. Le fait de le dire pendant la campagne et de ne pas le faire après, ça donne vraiment le sentiment que les droits des femmes, on n'en a rien à cirer, quoi. Et moi, je réinsiste là-dessus, c'est-à-dire qu'un ministère de plein exercice est un outil indispensable pour faire avancer les droits des femmes. Et on l'a vu depuis 1981, d'accord, date de la création du premier ministère de plein exercice. Jusqu'à aujourd'hui, les périodes où les droits des femmes ont le plus avancé dans l'administration, dans les entreprises, dans la société, c'est évidemment sous l'impulsion des mouvements féministes, mais c'est aussi quand elles ont eu un débouché politique, quand il y a eu une ministre qui a été capable de s'asseoir à la table du Conseil des ministres. Les secrétaires d'État, ils ne vont pas à tous les conseils des ministres, par exemple. Donc vous n'êtes pas au cœur du système pour le faire bouger. Un mot sur Gérald Darmanin que vous avez évoqué tout à l'heure, le ministre LR qui sera normalement en charge du budget et de la fonction publique. Évidemment, tout le monde a retrouvé ces vieux tweets plutôt très hostiles au mariage pour tous. Pour vous, est-ce que c'est improbable de nommer au budget quelqu'un qui ne partage pas les convictions d'Emmanuel Macron sur la question du mariage gay ?
Pour moi, ça donne le sentiment qu'on considère que cette question de l'égalité des droits est subsidiaire. Bon, on est plutôt d'accord sur les questions économiques, donc c'est pas très grave s'il est homophobe, quoi. C'est un peu ça le sentiment que ça donne. Homophobe, c'est un mot fort. Quand vous faites un traitement, il a quand même expliqué qu'il refusait de marier des personnes du même sexe. Ça s'appelle de la discrimination, ça s'appelle de l'homophobie. Voilà. Donc on peut considérer qu'il n'a pas... l'homophobie, c'est pas uniquement des gens qui vont tuer des personnes homosexuelles en Tchétchénie. C'est évidemment ça, mais c'est aussi des remarques homophobes. C'est le fait tout simplement de traiter différemment des personnes. Le fait qu'on aime coucher avec des femmes ou avec des hommes, en quoi ça a un rapport avec la choucroute sur le fait qu'on ait les mêmes droits? Ça n'a aucun rapport. Et donc sa compatibilité avec un poste qui n'a techniquement rien à voir avec la famille... Pour moi, ça dit beaucoup d'Emmanuel Macron, en fait. Qu'est-ce que ça dit plus d'Emmanuel Macron. Ça dit que pour lui, ce n'est pas un élément structurant de sa pensée politique. L'égalité des droits n'est pas un élément structurant de la pensée politique d'Emmanuel Macron. Ou ce n'est pas structurant de sa manière de composer un gouvernement où il veut mettre des techniciens, le terme est, je vous l'avoue, un peu osé, mais cela dit, des gens qu'il estime compétents au poste où il les affecte. Moi, je veux dire, on a ces mêmes débats dans le mouvement féministe, par exemple. Il y a des anciennes militantes féministes, par exemple, Madame Zelensky, d'accord, qui est une militante qui a été très active dans les années 70, qui a fait partie de celles qui ont fait émerger le mouvement de libération des femmes, qui a donc fait énormément pour le droit à l'avortement. Aujourd'hui, elle milite avec des racistes, avec des néo-nazis. Elle organise des apéros saucisson pinard et elle explique que l'islam est le principal problème dans notre pays. Moi, je considère qu'elle est raciste. Je ne fais plus rien avec elle, même si sur le droit à l'avortement, je suis d'accord, et que c'est une très bonne technicienne, une très bonne militante du droit à l'avortement des femmes. Vous ne pensez pas que l'exercice du pouvoir commande à faire la part des choses entre ceux qui seront le plus utiles, malgré certaines prises de position? Donc, moi, c'est une question. Oui, bien sûr. Donc, je considère, moi, je suis plutôt favorable à faire des compromis. Si moi, demain, je suis présidente de la République, je vais composer une équipe, il ne va pas y avoir que des gens comme moi. Enfin, ça serait un peu triste, on s'ennuierait quand même sacrément. Et puis, franchement, ça serait impossible. Voilà. Donc, évidemment, quand vous constituez une équipe gouvernementale, vous faites des compromis. Vous allez chercher des gens qui ne sont pas complètement d'accord avec vous. Vous essayez d'avoir une majorité politique à l'Assemblée. Donc, évidemment, ce n'est pas que des clones comme vous. Bon. Gérald Darmanin ne sera pas, sans doute pas invité à se prononcer sur les sujets de société. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand vous faites ces compromis, pour moi en tout cas, donc c'est manifestement pas le cas d'Emmanuel Macron, je peux le comprendre, je ne suis pas d'accord, mais il y a des lignes jaunes à ne pas franchir. Je ne prendrai jamais dans une équipe gouvernementale quelqu'un qui est opposé au droit à l'avortement. Je ne prendrai jamais dans l'équipe gouvernementale quelqu'un qui pense par exemple qu'il faut faire usage de la violence pour aboutir, moi je suis une militante de la non-violence. Donc il y a des lignes jaunes comme ça qu'on a chacune et chacun, qui sont en fait très personnelles, en fait, très liées à notre engagement. Manifestement, l'homophobie n'est pas une ligne jaune pour Emmanuel Macron. Moi, c'est tout ce que je remarque. Voilà. Et ça m'inquiète parce que, par ailleurs, il y a aussi un deuxième effet qui se coule. Le fait que M. Darmanin soit au budget, ça n'a pas uniquement des conséquences sur le budget. Ça valide de fait, puisqu'on peut être homophobe et ministre. Bon, finalement, c'est peut-être pas si grave d'être homophobe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron ne se rend pas non plus forcément compte, alors peut-être qu'il l'assume, j'en sais rien, c'est à lui qu'il faudrait poser la question, mais que quand on nomme un ministre à ce niveau-là, ça valide en quelque sorte la personne et ce qu'elle pense. Ça veut dire de caution, quoi. Ouais, c'est ça. Dans ce gouvernement, il y a aussi une autre nomination, celle de Nicolas Hulot. C'est une bonne nouvelle à vos yeux? Vous savez, moi j'ai l'impression que c'est vraiment la caution de gauche de ce gouvernement. Et je ne sais pas trop ce qui a fait que Nicolas Hulot a finalement décidé d'y aller. Parce qu'il n'a jamais voulu y aller, ça lui a été proposé à plein de fois, et là il y va, il franchit le pas, donc c'est qu'il a dû dealer aussi quelque chose. Servir de caution de gauche d'un gouvernement qui est dirigé par un Premier ministre qui est pro-nucléaire, je trouve que le gap est trop élevé. Après, je comprends qu'on se pose la question. Moi, j'ai travaillé 1 an dans un cabinet ministériel pour Najat Vallaud-Belkacem. Quand je suis rentrée au cabinet, c'était au début du quinquennat. Au bout de 3 semaines, j'étais déjà plus d'accord avec ce que faisait François Hollande. Il n'avait pas renégocié le traité européen. Et donc, au bout de 3 semaines, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Donc, je n'étais pas ministre, mais je travaillais quand même pour un gouvernement. Bon. Je suis restée 1 an. Ce qui a déclenché mon départ, c'est la réforme des retraites. D'accord? À ce moment-là, pour moi, c'était trop. Donc, je peux comprendre que Nicolas Hulot, il ait fait des arbitrages qui lui sont propres, qui lui sont personnels. Moi, à titre personnel, voilà, j'y crois pas, quoi. C'est-à-dire que je me dis, il va pas y arriver. Ce n'est pas possible dans un gouvernement avec Bruno Le Maire, on pourra y revenir, à l'économie, qui donc va serrer la vis, faire une politique d'austérité, et un Premier ministre qui est pro-nucléaire. Ces deux conditions-là nous empêchent de faire une politique de transformation radicale, telle que Nicolas Hulot l'a portée pendant plusieurs années, de transformation radicale de nos consommations d'énergie, de notre façon de polluer, etc. Il n'aurait pas dû y aller, du coup, selon vous? Franchement, je ne vais pas donner des leçons aux gens, encore une fois. Il fait ce qu'il veut. Moi, à sa place, j'y serais pas allée. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut et fait ses propres arbitrages. Moi, je considère que là, il amène une caution de gauche à un gouvernement qui est libéral, qui va faire une politique d'austérité et qui est un gouvernement qui est anti-écolo.
Donc après, c'est à lui qu'il faut poser la question de qu'est-ce qui a mené son choix. L'argument qu'on entend souvent, j'ai des copains qui sont restés dans des cabinets ministériels jusqu'à la fin, qu'on laissait passer la déchéance de nationalité, la loi travail, ils n'étaient pas d'accord, mais ils restaient dans les cabinets. Et ce qu'ils entendaient, ce qu'ils me disaient, c'est on est plus utile à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je pense que c'est ça que dirait Nicolas Hulot si on lui posait la question. On est plus utile à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je pense qu'il y a vraiment là une question de choix individuel, de jusqu'où on est prêt à faire des compromis, des sacrifices avec ses propres convictions. Moi, le nucléaire, l'austérité, je ne suis pas prête à faire des compromis. Manifestement, Nicolas Hulot, le fait de participer à un gouvernement pro-nucléaire et un gouvernement qui va faire une politique d'austérité sur le plan économique, c'est un compromis qu'il est prêt à faire. On ne connaît pas encore exactement le compromis qu'il a obtenu, mais dans le même état d'esprit, vous êtes très engagé sur la loi travail. On sait qu'il y en a une deuxième qui va arriver, et probablement par le biais des ordonnances. En même temps, on a appris que Muriel Pénicaud était nommée et que c'est probablement elle qui va devoir gérer le travail de concertation, notamment auprès des syndicats. Elle est plutôt assez appréciée dans le milieu syndical. Est-ce que là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle? La marque, là où on pensait que la réforme allait se faire un peu à la hussarde, finalement, il y aura de la discussion, de la concertation à vos yeux? Alors moi, je n'ai pas entendu qu'il y aurait de la concertation, j'ai entendu que les syndicats seraient reçus au ministère et reçus à l'Élysée. Vos concertations ont été prononcées par le Premier ministre. Oui, le président de la République a dit qu'il recevrait les syndicats. Ce n'est pas du tout pareil de recevoir les syndicats en rendez-vous bilatéral et d'avoir un réel temps de concertation où on va co-construire un projet de loi avec les syndicats. Ce n'est pas du tout la même mécanique. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an dans un cabinet, je peux vous assurer qu'on les recevait, les syndicats en tête à tête. Il se passait plein de trucs, c'était passionnant. Ce n'était pas du tout le même mécanisme et ce n'était pas du tout le même engagement de la ministre qui était face aux syndicats quand elle était à huis clos dans son bureau ou quand elle était face aux caméras dans une concertation sociale ou une conférence sociale. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de contradiction de dire qu'on veut concerter et qu'on va passer par ordonnance. Pourquoi est-ce que, si on veut concerter, on passerait au-dessus du Parlement en empêchant le débat parlementaire? Moi, je l'ai vu ces dernières années, notamment sur la loi Rebsamen, qui a simplifié, je mets des guillemets, la négociation d'entreprise, en fait, qui a amoindri, qui a baissé le niveau de négociation d'entreprise. La négociation et le fait de débat parlementaire a permis de faire passer des amendements, notamment suite à une pétition qu'on avait lancée avec Yvette Roudy pour demander qu'ils remettent en place les outils de l'égalité professionnelle. Et c'est des amendements parlementaires avec des députés féministes engagés à l'Assemblée qui ont permis de rétablir en partie les outils de l'égalité. Quelle que soit la personnalité de la ministre, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien à la méthode et du coup aux conséquences de cette loi à vos yeux? Si on pense que les personnalités des ministres changent quoi que ce soit dans les réformes, c'est qu'à mon avis, on n'a pas bien compris la façon dont... par les syndicats. Bien sûr. En fait, mais donc, moi, mon avis, après, peut-être que je me trompe, mais si on pense que la personnalité des ministres, la personnalité des ministres va changer quelque chose dans le fait que Emmanuel Macron va appliquer, par la force manifestement, la loi travail numéro 2, je pense qu'on se trompe. Peut-être que Muriel Pénicaud aura la volonté, peut-être qu'elle aura un peu de rapport de force pour essayer d'atténuer les effets de la loi. Mais Emmanuel Macron, il a déjà annoncé la couleur quand même. Il y a 2 choses qu'il va faire dans sa loi travail numéro 2. On n'a pas le détail, mais on a quand même 2 trucs importants. La première chose, c'est qu'il va nous remettre sur la table, c'est sa grande marotte, parce que ça avait déjà été recalé l'an dernier, le plafonnement des indemnités prud'homales. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va continuer l'inversion de la hiérarchie des normes en faisant baisser les protections collectives. Tout à fait. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez à l'origine de la loi travail? Ça veut dire quoi? Il faut s'attendre à des mobilisations dans les rues? Moi, je n'étais pas à l'origine de la loi travail. De la contestation. Oui, de la contestation de la loi travail, de la pétition, je veux dire. Alors, moi, je ne prédis jamais l'avenir. Donc, vous savez, les mobilisations sociales, elles sont dues à plein de choses différentes. La loi vous travail... avez relancé la pétition. Alors, on a lancé un site, on a remis en ligne le site loitravail.lol, qui était le site sur lequel il y avait tout le décryptage de la loi travail numéro 1. Et là, on a mis une page dans laquelle on propose aux internautes de venir adresser un message à Emmanuel Macron pour lui demander de ne pas passer par ordonnance. Donc, comme on n'a pas le détail, on n'a pas le texte de loi. La pétition loi travail, elle est sortie 2 ou 3 jours après qu'on ait eu la première version du texte, donc sur laquelle on pouvait bosser, faire des analyses. Là, on ne sait pas, on voit à peu près vers où Emmanuel Macron veut aller, mais on n'a pas le texte de loi. Ce qu'on a, simplement, c'est la volonté d'Emmanuel Macron de passer en force par ordonnance. Donc, pour l'instant, la demande, c'est de ne pas passer par ordonnance. Il y a un espoir, c'est que le président, il ne peut pas passer par ordonnance comme ça. Il est obligé de demander l'avis au Parlement. Si Emmanuel Macron n'a pas la majorité au Parlement, il n'y aura pas d'ordonnance. Et donc, il y aura un débat parlementaire. On est d'accord. Allez, autre sujet, la séquence « Assume ton tweet ». Alors, on va vous proposer un tweet. Ouais. Alors, on en a choisi un. Vous tweetez beaucoup. Oui, vous répondez beaucoup, surtout. Alors, pourquoi je réponds sur Twitter? Alors, il y a 2 catégories de personnes, juste quand même. Il y a des gens qui m'insultent, donc je ne leur réponds pas parce que...
Vous avez beaucoup de soucis avec les mélenchonistes, manifestement. Les insoumis sont... Oui, alors j'ai beaucoup de soucis, en fait. Les personnes avec qui j'ai le plus de soucis, c'est l'extrême droite. Mais comme j'ai bloqué à peu près 2000 comptes de fachos, résultat, on les voit moins. Donc ça voilà. J'ai pas encore bloqué tous les insoumis qui m'insultent. Ça ferait aussi beaucoup. Mais j'ai quand même... Le principal problème sur Internet, c'est quand même pour moi les militants d'extrême droite. Pourquoi je réponds ? À part quand on m'insulte, hein. Moi je considère que voilà, la violence, je ne réponds pas à la violence, ça ne m'intéresse pas. Bon. Par contre, quand c'est des critiques, je réponds parce qu'en fait, je me rends compte que systématiquement, la discussion, elle permet d'abord de faire descendre la tension et en fait, elle permet parfois de convaincre. Ou alors de se dire qu'on n'est pas d'accord, mais que ce n'est pas si grave et de rester en bons termes. Et donc, le fait de... Voilà, moi, j'aime bien pratiquer ces discussions sur Twitter parce que souvent, ça permet d'apaiser et puis ça permet de convaincre. Et par ailleurs, parfois, ça me permet de changer d'avis aussi. C'est-à-dire que ces discussions-là, parfois, elles me permettent de me rendre compte que parfois, j'ai dit des conneries. Donc, ça me permet de me renseigner, de me former, de m'améliorer. Et puis, parfois, je change d'avis parce qu'on va me convaincre que j'ai dit un truc qui est faux ou que j'ai pas une bonne analyse sur tel sujet. Alors, je vous propose donc de regarder ce tweet. Alors, bon, c'est... assume ton tweet normal. Là, ce serait plutôt assume ton soutien. Est-ce que on a vu beaucoup de choses très désagréables, sexistes, machistes, dit aussi bien sur la différence d'âge entre le président et sa femme, aussi bien que sur la longueur de sa jupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça dit du pays? Qu'est-ce que ça dit? J'en peux plus de ces trucs-là, ça me rend dingue. C'est-à-dire qu'on est au 21e siècle et on continue à s'intéresser au physique, à l'âge, à la couleur de cheveux ou à la taille de jupe des femmes. En quoi ça a un rapport avec la choucroute? Ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. Ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie et surtout ça a une conséquence très importante pour les femmes directement. C'est que ça nous catalogue en tant que femmes. Voilà. Moi, le fait que j'ai un vagin et des ovaires n'a rien à voir avec mes convictions politiques, n'a rien à voir avec le fait que je suis compétente dans mon travail, n'a rien à voir avec le fait que je sais prendre soin de mes enfants. D'accord ? Ce n'est pas avec mon vagin et mes ovaires que je fais tout ça. D'accord ? C'est avec mon cœur, avec ma tête, avec mes bras, avec mes jambes, avec mon cerveau surtout. D'accord ? Et donc, ce genre de tweet de l'AFP, ça marque, ça met dans une petite case les femmes et ça les maintient à leur rôle. Je trouve que c'est la femme du président, a priori, elle n'a pas un rôle politique. Oui, mais d'accord, mais donc, interrogeons-nous sur ses engagements. Interrogeons-nous sur quel rôle elle veut avoir. Justement, est-ce que vous pensez qu'il faut un statut Moi, je ne suis pas très favorable à ça parce que je considère que à partir du moment où vous n'avez pas été élu pour mettre en place des politiques publiques, il n'y a pas de raison que vous ayez un rôle particulier. Après qu'il y ait des fondations, des associations qui profitent, je mets dans le sens positif du terme, de la visibilité de la femme du président ou du mec du président pour profiter de ça, pour se faire rendre visible, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Que les conjoints et les conjointes des responsables politiques soient mobilisés, je n'ai pas de problème avec ça. Enfin, moi, je serais une ONG, évidemment, j'irais essayer de toucher la visibilité en touchant des gens visibles et connus. Vous pensez qu'elle devrait prendre la parole, s'exprimer peut-être aussi, Brigitte Macron, là-dessus répondre? Franchement, il faut qu'elle fasse ce qu'elle veut, quoi. Surtout, il faut vraiment qu'elle fasse ce qu'elle veut. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Moi, je ne commence pas les phrases par « il faut » avec une injonction faite aux femmes derrière. C'est compliqué parce qu'elle engage la parole de son compagnon et ce serait vrai quel que soit le sexe de la personne. Oui, mais donc, rien n'empêche... Enfin, je veux dire, elle n'a pas l'air complètement bête, quoi. Elle a l'air d'ailleurs plutôt intelligente, cette personne. Donc, elle sait bien que quand elle parle, vu le système médiatique dans lequel nous vivons, ça va avoir des conséquences. Bon. Et donc, bon, voilà. Après, franchement... Elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de parler, elle parle. C'est une femme libre, quoi, je veux dire. Et je trouve que, vous savez, cette histoire des femmes d'eux, en ce moment, je fais beaucoup de formations au ministère des Affaires étrangères sur la question de l'intégration de l'égalité dans les politiques publiques, dans le cadre de mon travail. Et j'avais remarqué qu'en décembre 2013, François Hollande avait organisé un grand forum, un grand congrès, le nom c'était forum, je crois, sur l'égalité dans les zones de guerre, enfin sur la situation dans les zones de guerre en Afrique, d'accord ? Et ils avaient parlé de tous les trucs importants, le pétrole, le développement durable, etc. Il y avait un sujet que Annick Cogent, grande reporter au Monde, avait commencé à mettre sur la table, qui était les viols massifs de guerre. C'était pas au programme du forum, pas du tout. Ils n'en ont pas parlé pendant 2 jours. J'ai regardé le programme en détail, et en fait, vous savez où c'était ? C'était à l'ordre du jour du dîner des premières dames. Et donc, les premières dames, elles sont souvent utilisées pour traiter des sujets de femmes, je mets des guillemets, les viols massifs de femmes, c'est un sujet politique, social, c'est pas un sujet de femmes. Et elles sont souvent utilisées pour faire comme si on avait traité des sujets. Et donc moi, j'espère juste que voilà, la première dame, j'aime pas trop ce mot, mais la compagne du président ne sera pas utilisée pour déléguer des sujets, notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Autre séquence ? Ouais, c'est la séquence, la minute pour dire du bien d'eux. Donc on va vous proposer 2 noms. Ouais. Et vous allez avoir le chrono qui s'affiche pour dire du bien pendant 1 minute. Donc c'est Myriam El Khomri ou Pierre-Yves Bournazel qui sont vos 2 c'est difficile. concurrents dans la circonscription à Paris pour les législatives. Eh ben, je vais choisir Myriam El Khomri, parce qu'elle est quand même moins de droite que...
Alors d'abord, je vais dire du bien, elle est moins de droite que Pierre-Yves Bournazel. Alors certes, c'est très nuancé, donc c'est un peu difficile parfois de voir la différence, parce qu'ils ont tous les deux voté, je pense, pour la même personne au premier tour de l'élection présidentielle, à savoir Emmanuel Macron. Mais elle est quand même moins de droite. Moi, ce que j'observe quand je fais campagne là, dans le 18e arrondissement, c'est que c'est une femme politique qui a été par le passé très présente sur le terrain, très engagée dans son mandat local, avec beaucoup de conviction. Et moi, je suis en radical désaccord avec ce qu'elle a fait au gouvernement. Je suis en radical désaccord avec ce qu'elle a incarné au gouvernement, avec cette loi travail. Je suis très dans une autre vie, dans une autre situation. Je serais très intéressée de comprendre ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut passer d'une femme de terrain engagée, plutôt de gauche, à l'incarnation des renoncements majeurs du quinquennat. Et c'est vrai que ça m'interpelle pas mal sur la façon aussi dont peut-être les femmes politiques, hypothèse, je ne suis pas sûre de moi, mais hypothèse, dont les femmes politiques peuvent parfois être instrumentalisées dans des organisations politiques, dans des gouvernements, pour partir au charbon, pour monter au front. On peut dire que c'est le pouvoir aussi qui fait ça, finalement. Je sais pas. Quand on se frotte au pouvoir, on est obligé peut-être de faire des compromis qu'on ne pensait pas faire un jour. Oui, peut-être qu'aussi cette idée de « je suis plus utile là, si j'étais pas là au travail, elle serait pire », par exemple. Bon, je ne vois pas comment ça peut être pire, mais... Vous voyez, voilà, ça m'interpelle. J'aimerais bien un jour comprendre ce qui s'est passé, parce que le décalage entre l'image de Myriam El Khomri il y a 10 ans, qui est racontée par les gens que moi je croise, notamment les militants socialistes, que je croise parfois dans le 18e, et ce qu'elle a incarné pendant ce quinquennat, il y a un décalage très important. Vous êtes candidate aux législatives, Caroline Dehaze, justement, face à Myriam El Khomri, mais aussi face à Pierre-Yves Bournazel, son prénom m'échappait. Donc les deux candidats d'Emmanuel Macron. Voilà, donc on va situer un peu le contexte. On remarque qu'il n'y a pas de candidat En Marche dans cette circonscription. Quel renseignement vous en tirez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelqu'un est préservé, sans doute Pierre-Yves Bournazel? J'en sais rien en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Manifestement, il y a eu une réunion dans le bureau d'Emmanuel Macron. On m'a dit qu'elle avait duré au moins 15 minutes, ce qui est long dans l'agenda d'un président. Avec Pierre-Yves Bournazel ? Non, pour traiter le cas de la 18e circonscription. Donc manifestement, ils se sont penchés sur le sujet. Moi, j'avais cru comprendre qu'à la sortie de cette réunion, il avait été décidé de soutenir Pierre-Yves Bournazel. Manifestement, enfin les informations que j'ai maintenant, ce n'est pas le cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux candidats qui sont dans la droite lignée de Emmanuel Macron sur la circonscription. Pierre-Yves Bournazel comme Myriam El Khomri sont des candidats de droite qui incarnent la ligne libérale sur le plan économique d'Emmanuel Macron. Et donc ça va être sans doute compliqué pour eux parce que quand vous êtes favorable à la majorité présidentielle, vous avez deux possibilités. Nous, ce qu'on a essayé de faire dans la 18e circonscription face à cette situation, c'est de rassembler le plus largement possible des citoyennes et des citoyens, du mouvement associatif, des personnes qui sont engagées localement dans des associations de parents d'élèves, dans des associations locales, dans des associations par exemple qui s'occupent des déchets, du traitement des déchets, parce que la question de la propreté dans le 18e arrondissement est un sujet qui revient énormément dans les conversations avec les habitantes et les habitants. Et donc on a essayé de rassembler des énergies écologistes, communistes, des citoyennes et des citoyens, des insoumises et des insoumis qui nous ont rejoints, pour essayer de créer une candidature majoritaire à gauche. Voilà. Enfin là, il y a un paradoxe justement, c'est-à-dire que c'est compliqué pour En Marche, mais c'est pas beaucoup plus simple à gauche, où jusqu'alors... Je vous remercie de le remarquer. Jusqu'alors, vous avez en face de vous un candidat de la France Insoumise, et à ma connaissance, mais vous allez peut-être m'apprendre des choses, c'est qu'il devrait rester candidat face à vous jusqu'au premier tour des élections législatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer en quoi vous, qui incarnez quand même une candidature très marquée à gauche, je crois que vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Soutenu, rappelons-le, par Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne et le Parti communiste. Oui, et Ensemble, depuis hier soir, qui est aussi une composante du Front de gauche. Et puis, expliquez-nous ça. Des insoumises et des insoumis qui ont rejoint la campagne individuellement, des comités d'appui, ce qu'on appelle des comités d'appui qui ont rejoint la campagne, pas mal de féministes, et puis des syndicalistes aussi qui ont rejoint la campagne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la stratégie à avoir dans cette circonscription. Et d'ailleurs, en fait, c'est révélateur de ce qui se passe presque partout en France, à l'exception de François Ruffin, d'Isabelle Attard, qui ont réussi à embarquer les logos des différentes organisations. À l'exception de ces deux endroits-là et de quelques autres, la France Insoumise... Pourquoi ces exceptions pour eux et pas pour les autres? Alors ça, c'est à Jean-Luc Mélenchon qu'il faut le demander, parce que moi, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que dans les discussions qu'on a eues, il y a un désaccord stratégique. La France Insoumise, notamment dans le 18e arrondissement, m'a dit la seule solution pour gagner cette circo, c'est de rester 100% France Insoumise, sans rassembler au-delà dans les organisations politiques.
C'est-à-dire que l'idée, c'est de garder que le logo de la France Insoumise, que la tête PCF, de François. Sans écolo, Exactement. sans Nouvelle Donne. Exactement. Ils peuvent venir, mais on ne met pas leur logo et on ne montre surtout pas qu'ils sont avec nous. C'est comme ça que ça a été dit dans les réunions. C'est la fameuse intransigeance de la France Insoumise qui veut que vous adhériez à la charte, que vous preniez leur logo et que vous posiez avec Jean-Luc Mélenchon sur votre affiche. Attention, ça peut se comprendre. Moi, je ne suis pas d'accord, mais ça se respecte. C'est une stratégie que moi, je respecte. Je ne suis pas d'accord avec cette stratégie, mais elle peut s'entendre. Le problème qu'on a, c'est que dans la 18e circonscription, Macron a fait 33%, Mélenchon 23% et Hamon 13%. La France Insoumise seule, la dynamique de la France Insoumise seule, même si on fait le pari que toutes les voix de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel se reporteront sur les candidats législatifs, ce qui en fait matériellement n'est pas le cas. Dans la 18e, dans la campagne que je mène qui s'appelle la 18 citoyenne, je pense qu'il y a à peu près 80% des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Les voix ne vont pas se reporter automatiquement sur le candidat de la France Insoumise. Et donc on a une divergence stratégique avec d'un côté, dans le 18e arrondissement, c'est encore pas le cas avec François Ruffin et Isabelle Attard, mais la France Insoumise qui nous dit c'est que la France Insoumise, et nous, moi, qui disons il faut qu'on élargisse cette dynamique. Donc on va élargir cette dynamique en embarquant avec nous les écologistes, en embarquant avec nous les communistes, en embarquant avec nous des militantes de Nouvelle Donne, en embarquant avec nous ensemble. Il y a même des militantes et des militants du NPA qui rejoignent la campagne. Donc essayez d'aller le plus large possible. Vous élargissez, mais vous aurez quand même du coup un candidat France Insoumise en face de vous. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc moi je peux passer 3 semaines là à déprimer en me disant c'est horrible la situation de la gauche. En même temps, très sincèrement, qui pouvait penser qu'après 5 ans de François Hollande, président de la République, où la gauche, qui représentait la gauche dans l'esprit collectif, a tourné le dos à tous ces engagements, on allait se retrouver en 2017 en mode danser sur la table, tout va bien. Enfin, je veux dire, c'est évident que ça n'est pas se passer comme ça. On sort de 5 ans de renoncement, de même trahison, de difficultés. Bon, la gauche n'est pas en pleine forme, ça c'est manifeste. Vous êtes très pessimiste sur l'issue des législatives pour le bloc de gauche proche de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas qui a voté Mélenchon au premier tour? Non, pas du tout, parce qu'il y a 2 tours. Donc moi, je pense qu'il y aura un candidat de gauche au second tour dans cette circonscription. Dans les débats qu'on a, nous, on considère, je ne vais pas vous dire le contraire, que moi, je suis la mieux placée face à Myriam El Khomri, du fait de ce qui s'est passé l'année dernière sur la loi travail, du fait de ma capacité à rassembler au-delà de la dynamique de la France Insoumise, je suis la mieux placée pour gagner. Et donc, je suis la mieux placée pour passer au second tour, en fait. Et puis ensuite, derrière, essayer de l'emporter. Peut-être qu'on se trompe, on verra. Donc, c'est pas très grave si vous partez désunis au premier tour. Si, c'est sacrément emmerdant. Est-ce que ça va nous empêcher d'essayer de gagner? Non. Moi, je prends un état de fait. La France Insoumise ne veut pas élargir, en tout cas à d'autres organisations politiques, à d'autres individualités, la dynamique du premier tour de l'élection présidentielle. Bon, dont acte. Je ne vais pas les forcer, quoi. Voilà, vous comprenez la stratégie, mais est-ce que c'est pas se voir plus beau qu'on est de la part de la France Insoumise, quand même? Alors, vous savez, on est en campagne électorale, donc moi, je ne vais surtout pas taper sur des gens avec qui je vais passer 5 ans à me battre contre la loi travail numéro 2, contre les dérives austéritaires de ce gouvernement. Et c'est marrant parce que l'autre jour, on a eu une réunion avec des militantes, des militants, donc nous, on se réunit tous les lundis soirs, 19h30, 10 rue Simard, pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre. On se réunit tous les lundis soirs et il y a eu à plusieurs reprises des militantes et des militants, 1 ou 2, qui ont pris la parole en tenant des propos assez sectaires vis-à-vis de la France Insoumise. Et moi, j'ai tout de suite repris la parole. Vous savez, on fait du tac au tac, c'est-à-dire qu'on a le droit de s'inscrire dans la liste de paroles pour réagir du tac au tac. Mes adversaires dans la 18e circonscription, les personnes contre qui je me bats, les idées contre lesquelles je me bats, c'est celles qui sont incarnées par Pierre-Yves Bournazel et Myriam El Khomri. La France Insoumise, les militantes et les militants de la France Insoumise, on va passer 5 ans côte à côte, ensemble, à batailler, dans la rue, à l'hémicycle. Et donc, on a une divergence stratégique. C'est triste, c'est dommage. Dans certains endroits, on arrive à faire l'union et c'est tant mieux. Moi, je suis très triste qu'on n'y arrive pas. Mais bon, voilà, c'est la vie. On avance, on continue et dans les 5 ans qui viennent, on se retrouvera forcément côte à côte. On vous sent déterminé. Par contre, vous n'avez pas la dernière campagne que vous avez menée, c'était avec Cécile Duflot. Ça, c'est vous étiez directrice de campagne de Cécile Duflot dans la campagne des primaires écologistes. Vous voulez pas parler des européennes aussi? Ça s'est quand même mal fini, où elle a été éliminée au premier tour. Du coup, ça vous a pas découragé et on a l'impression que non. Donc, quelle leçon vous en avez tiré de tout ça? Alors, si je donne l'impression que non, c'est déjà pas mal. Parce que évidemment, quand vous prenez une tôle aux élections, c'est complètement décourageant. Ça vous fait vachement vous remettre en cause, évidemment, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas la mieux placée. Moi, j'ai passé 5 semaines avec Cécile Duflot dans cette campagne, donc je suis arrivée très tard dans la campagne. Je pense que les choses étaient déjà jouées, en fait, pour Cécile Duflot, et qu'elle a fait les frais, à tort ou à raison, du fait qu'on voulait se séparer de toutes les générations antérieures. C'est le dégagisme de Jean-Luc Mélenchon, quoi. Ouais, toutes celles et ceux qui avaient incarné le quinquennat précédent. Donc voilà, moi j'ai été très triste parce que je m'étais engagée dans ces campagnes, notamment pour des raisons personnelles, parce que j'apprécie beaucoup Cécile Duflot et que je trouve que c'est une femme de conviction. Après voilà, nous
Quand on m'a proposé d'être candidate aux législatives, je pense d'ailleurs c'est une des raisons qui fait que j'ai dit non au début, hein, c'est que je sortais juste des primaires et j'ai dit ok, moi ça va, j'ai donné, je ne veux plus jamais faire ça. En fait, c'est totalement déprimant par ailleurs quand on parle. Puis c'est hyper violent sur les réseaux sociaux, les gens ils sont pas du tout sympas, quoi. Vraiment. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis du coup? Et bien, ce qui m'a fait changer d'avis d'abord, c'est que je suis pas toute seule. C'est-à-dire que là aujourd'hui, après 2 mois de campagne, il y a une centaine de personnes. On est une centaine dans la 18e circonscription à mener la campagne, à faire des actions. Je ne parle pas des gens qui reçoivent les infos et tout ça, là on est plusieurs milliers. Il y a une centaine de personnes qui sont actives dans la campagne. Et c'est ces personnes-là qui m'ont fait changer d'avis. En me disant, Caro, d'abord, si tu t'arrêtes, tu ne peux pas faire des formations. Moi, dans mon boulot, je forme des femmes à avoir confiance en elles, à lutter contre l'autocensure et à accepter notamment de passer dans les médias. Parce qu'en tant que journaliste, vous le savez bien, quand vous devez faire un plateau, vous avez 2 hommes à placer, 2 femmes à placer. 2 hommes, vous passez 2 coups de fil, vous les avez. 2 femmes, vous passez 20 coups de fil et vous avez du mal à les avoir. Notamment, pas que, mais notamment à cause de l'autocensure. Je passe mes journées au travail à expliquer aux femmes qu'il faut qu'elles osent et que quand il y a un échec, c'est pas grave. Et surtout, quand il y a un échec, c'est pas grave. Moi, je le fais aussi en tant que chef d'entreprise dans ma boîte. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que je me rends compte que, notamment par l'école, on est sacrément matricé à avoir peur de l'échec et à considérer l'échec comme un problème. Moi, ce que je dis aux salariés dans ma boîte, c'est que si elles ne font aucune erreur, c'est là qu'on va avoir un problème. Si elles ne font aucune erreur, ça va être considéré comme une faute. Parce qu'en fait, si elles ne font pas d'erreur, c'est qu'elles ne font rien, c'est qu'elles ne testent rien, c'est qu'elles ne prennent pas d'initiative et surtout, c'est qu'elles ne progressent pas. Et donc, on ne peut pas d'un côté passer ses journées à expliquer aux salariés de la boîte qu'on dirige et aux femmes qu'on forme pour être expertes dans les médias qu'une erreur, c'est dur, ça peut être très douloureux, y compris humainement, mais que ce n'est pas grave et que ça permet de rebondir et d'encaisser et d'aller plus loin et pas se l'appliquer à soi-même. Alors, on va parler d'une autre personnalité que vous aimez bien, avec qui vous avez travaillé, c'est Benoît Hamon. Et plus globalement, à travers lui, l'avenir du PS. Quel est pour vous l'avenir du PS dans les prochaines semaines? On voit qu'il y a beaucoup d'appels à se rassembler au-delà du PS, tout ça. Comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous, le PS est mort, comme le disent certains ou... Alors, d'abord, je ne le vois pas. Et par ailleurs, je ne me penche pas sur le sujet parce que ça me désintéresse profondément. Vous êtes une femme de gauche. L'avenir de la gauche, il Oui, mais pour moi, le Parti socialiste, ce n'est pas la gauche. C'est-à-dire que moi, je suis partie du Parti socialiste en 2014 en écrivant une lettre dans laquelle j'expliquais mon départ. Et moi, j'ai toujours été minoritaire au PS. J'ai été à la gauche du Parti socialiste. Depuis mon engagement, j'ai passé 13 ans au PS à être minoritaire dans les congrès, à me battre pour essayer de faire en sorte que le Parti socialiste soit plus de gauche. J'avais plein de copains au PC, à ELV, au NPA, qui me disaient, d'ailleurs j'ai commencé mon engagement au PS avec Jean-Luc Mélenchon, il y a maintenant bien 15-20 ans, il me disait mais Caro, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Bon, et moi ce que je disais c'est que certes le Parti socialiste, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il racontait, parce que j'étais plutôt minoritaire, plutôt plus à la gauche que du Parti socialiste, mais je considérais que ça restait le meilleur outil que j'avais à disposition pour transformer la vie des gens. Aujourd'hui, pour moi, le PS n'est plus cet outil de transformation. Quand il transforme la vie des gens, il aggrave la situation. Et donc, il ne fait plus partie de la gauche. Enfin, depuis le quinquennat, il ne fait plus partie de la gauche. Avec la victoire de Benoît Hamon, ça a un petit peu changé aujourd'hui et même demain. Moi, le PS sera sans doute un parti d'opposition. Emmanuel Macron, vous ne pensez pas qu'il y a un rôle à jouer dans cette... blague. C'est une énorme blague, cette histoire. Emmanuel Macron va mettre en place la même politique que celle qu'on a vue depuis 5 ans. Le Parti socialiste, là, j'ai vu Jean-Christophe Cambadis avec ses palettes rouges, mais c'est juste... C'est un sketch. Ça ne vous plaise pas, les palettes? Non, mais c'est un sketch. Il essaie de se faire passer pour un opposant. Il est d'accord avec ce que fait Emmanuel Macron. Il est d'accord sur le fond avec ce que fait Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il commence à dire qu'une ligne a été franchie avec la nomination du Premier ministre. Oui, d'accord. Ce n'est pas tranché, c'est pas encore tranché. La communication. Sur le fond, Jean-Christophe Cambadis porte le même projet politique qu'Emmanuel Macron. Donc c'est un leurre, c'est de la com, c'est des réseaux sociaux, c'est je ne sais quoi, de penser que ça va être l'opposition. Et par rapport à Benoît Hamon, évidemment que sa victoire aux primaires a été un signal et a dit quelque chose de l'électorat socialiste et du ras-le-bol de l'électorat socialiste, de la volonté de tourner la page du quinquennat. Moi, je ne suis pas allée voter au premier tour de cette primaire. Bon, au deuxième tour, j'avoue, je suis quand même allée parce qu'il y avait Valls en face et voilà. Mais au premier tour, je ne suis pas allée voter. Pourquoi? Moi, ce que je disais à Benoît Hamon et à ses proches, avec qui j'avais quelques discussions, enfin rares quand même, c'était de dire je pense qu'aller dans cette primaire est une erreur. Parce que ça va justement maintenir sous perfusion un appareil politique qui est le Parti socialiste, qui est un appareil qui est, pour moi, dangereux pour les citoyennes et les citoyens, qui a mis en place des politiques qui sont mauvaises, qui sont rétrogrades. Et donc, il aurait mieux fait, selon moi, de se barrer et d'aller essayer de construire avec Jean-Luc Mélenchon, avant la primaire, de ne pas aller à la primaire et d'aller construire avec Jean-Luc Mélenchon, avec Pierre Laurent et d'autres, une gauche qui, je pense, aurait pu être majoritaire aux élections présidentielles. Vous avez parlé de sketch, j'ai entendu ce mot-là, parce qu'on se disait que ça ressemble aussi à la situation de la circonscription dans laquelle est engagé Manuel Valls. Qu'est-ce que vous inspire? Vous avez vu que hier, Dieudonné
à confirmer, mais pourrait s'engager aussi dans la campagne de circonscription. Il y a déjà Francis Lalanne Francis comme Lalanne. suppléant. suppléant. Alors, ça vaudrait le coup de se pencher de manière un peu plus scientifique sur le sujet, mais une intuition comme ça, peut-être que lorsque la politique ne fait plus vraiment de la politique, c'est-à-dire qu'elle tourne le dos à ses engagements, qu'elle n'est pas capable de tenir ce qu'elle dit, qu'elle donne le sentiment d'un spectacle, en fait. Je veux dire, ce que nous a fait Manuel Valls depuis 3 mois, ça donne quand même le sentiment d'un spectacle. Et bien peut-être que le résultat, elle devient vraiment un spectacle. Et peut-être que pour moi, c'est plutôt mauvais signe ce qui se passe sur la circonscription de Manuel Valls, parce que ça donne le sentiment que c'est un sketch, quoi, c'est un jeu. Pour moi, la politique n'est pas un jeu. La politique, c'est un outil de transformation de nos vies. Si on veut sortir du nucléaire demain, si on veut réduire le temps de travail, si on veut faire le zéro déchet, par exemple, pour éviter qu'il y ait des déchets partout dans nos rues, ça, c'est la politique qui peut le faire. Si on veut, par exemple, qu'il n'y ait plus 230 femmes violées par jour en France, c'est 230. Hein. Aujourd'hui, il y aura 230 femmes violées dans notre pays. Bon. Si on veut éviter ça, ça passe par des politiques publiques. Autre exemple, un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, et on a été plusieurs à déplorer qu'il n'y ait pas de ministère de l'enfance ou un ministère avec le mot enfance dedans. Chaque jour en France, et ça on le sait peu, il y a 2 enfants qui meurent sous les coups de leurs parents. 2 par jour qui décèdent. C'est-à-dire que les violences faites aux enfants sont un problème majeur pour notre pays. Ça a des conséquences par ailleurs sur les femmes aussi, plus tard, parce que les enfants victimes de violences, qui sont victimes de coups, de sévices, de tortures, sont potentiellement derrière des agresseurs, d'accord ? Peuvent devenir des agresseurs derrière. Et donc, il y a un sujet majeur de ce point de vue-là qu'on ne traite pas du tout. Et ça, c'est la politique qui peut faire changer ça. En attendant, dans la circonscription de Manuel Valls, c'est peut-être la politique spectacle, mais il n'y a pas de candidat PS face à lui, pas de candidat En Marche, donc normalement, il devrait être élu facilement. Oh, Donc, attendez. Juppé devait gagner la primaire. Il est chez lui, là. Ouais, Il est chez lui, donc, Manuel Valls. Ouais, mais... Enfin bon, j'en sais rien. Moi, je fais pas de prédiction parce qu'après, on me ressort la vidéo en disant « Ah bah voilà, t'avais dit n'importe quoi !» On le fera, on ne manquera pas de le faire. Allez, on finit l'émission, on va accéder à la séquence. Oui, j'imagine que vous connaissez les Tu préfères, donc on vous en a concocté quelques-uns. Alors, est-ce que vous préférez partir en vacances avec Najat Vallaud-Belkacem ou en week-end avec Stéphane Le Foll? En vacances avec Najat Vallaud-Belkacem. Vous n'aimez pas trop Stéphane Le Foll? Non, c'est pas ça, c'est que je préfère Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que vous préférez regarder toutes les vidéos de Florian Philippot sur YouTube ou alors l'intégrale des Anges de la télé-réalité? Ah, c'est dur. Eh ben, les interviews de Florian Philippot, parce que ça va permettre de muscler un peu mon argumentaire pour le combattre. Alors, est-ce que vous préférez marcher avec Lassalle ou avec Macron? Avec Macron. Je pense que Lassalle est un beauf misogyne et j'ai à aucun moment envie de me retrouver à côté de lui. Beauf misogyne. Ah ben, enfin, je veux dire, il avait quand même expliqué il était à un salon d'agriculture et il était passé devant une truie et il avait fait une phrase sur le fait que sa femme était une cochonne. C'était une forme d'humour, je crois, même si c'est pas ouais. forcément un humour qu'on peut cautionner. Ouais, moi alors, Vous avez pensé non, mais quoi très intéressant la question de l'humour parce que je trouve ça très... En fait, on rejoint souvent ça quand, moi dans mes formations, quand je travaille là-dessus, on me dit « Ah mais oui, mais Caro, on ne peut plus rien dire maintenant, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus faire de blagues. » Pour moi, le fait qu'on ne puisse plus autant qu'avant tenir des propos, même sur le ton de l'humour, homophobes, sexistes, antisémites, racistes, je pense que c'est un progrès. Vous voyez, c'est pas un problème en fait qu'on puisse moins dire qu'avant, tenir des propos comme ça dans les repas de famille. C'est pas réglé, hein. Mais je pense que le niveau d'intolérance de la société face au sexisme monte et c'est une bonne nouvelle. Et le fait qu'on relève des remarques comme celle de Jean Lassalle, qui avait été, je crois, nominé pour le prix du macho de l'année à cause de cette phrase-là, pour moi, c'est plutôt le signe que la société, elle réagit bien. Hier, par exemple, lors de la nomination du gouvernement, il y a beaucoup de journalistes qui ont remarqué qu'il n'y avait pas de ministère de plein exercice et qui ont déploré ça. Des journalistes de toutes les rédactions. Je pense qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, aucun journaliste n'aurait remarqué. engagé, donc forcément, ça... Oui, ça a aidé, mais mais... je pense qu'il y a 5 ans, Hollande s'y était engagé. Aucun journaliste ne l'aurait remarqué. Et je pense qu'on progresse de ce point de vue-là et c'est bon signe. Alors, dernier, tu préfères. Demain, vous êtes élu, la fin du mois de juin, vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Vous préférez arriver avec une robe à fleurs comme Cécile Duflot ou une veste de travailleur comme Jean-Luc Mélenchon? Je viendrai habillée comme je suis habillée normalement, donc ni l'un ni l'autre. Merci, ce sera le mot de la fin, Caroline Das. Merci d'avoir été dans Point Paul. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro. À bientôt. Au revoir.